N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018, 11h passé de quelques instants à Canal FM, également auprès des médias partenaires. C'est parti pour l'édition de ce jour. À l'accompagnement technique, Michel Kokou Vitor Betomega, la console, pendant que Gérald Kodjo Akucha met l'émission en ligne. Ici au studio, quand il est arrivé, tout le monde l'a regardé avec beaucoup d'éclatement. Eh bien, Ambroise Ponjo s'est mis aujourd'hui en veste pour le club de la presse. Ambroise, bonjour. Ça, tu me fais rire. Non, moi, je ne suis pas fait pour être en veste. Tu sais, nous sommes en Afrique et la chaleur ne nous permet pas, nous autres. Mais aujourd'hui aussi, il fait chaud, Ambroise. Oui, mais c'est pour des raisons vraiment précises. Ça dit quand vous avez des rendez-vous très solides, des fois, il faut disons, en langage journalistique, tu as un gros bitos aujourd'hui et tu t'es mis en veste. Non, il n'y a pas de bitos. C'est vrai ça? Oui, j'ai voyagé un peu, donc... Alors, comment est la journée, ça va? Non, il faut se décontracter des fois dans le club de la presse. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais profiter, en attendant que les autres ne prennent la parole, de lancer cet SOS à l'endroit de qui de droit. Parce qu'en face du lycée technique, vous allez voir au niveau de l'espace, au niveau de l'espace vert que le président Aboka a créé, à côté, il y a un bassin de fortune. Et les riverains qui sont là-bas, ils souffrent. Sincèrement. C'est un lac en gestation. S'il y a encore 2 grandes pluies, toutes les maisons vont partir là-bas. Donc en face du lycée technique du Dogomé, disons au carrefour qu'on appelle communément douane. La douane. Il y a une petite forêt là. Qui est entourée au sein duquel se trouve un étang. Oui. Il suffit qu'il y ait 2 pluies, l'étang va s'élargir. Il se forme là disons une retenue artificielle qui risquerait de menacer les maisons avoisinantes. Donc je prierai tous ceux qui sont concernés de veiller à ce que la chose soit corrigée. Merci parce que c'est les vies qui sont en danger là-bas. Ça veut dire que même en veste, il reste Ambroise Yao Ponjo, mon beau-frère avec son style particulier. Magloire Teko Kenvi, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci. Si vous permettez Sass, vous l'aurez constaté que je suis habillé en noir aujourd'hui. Oui. C'est à dessein parce que je fais particulièrement le deuil de 3 journalistes. Le premier, Lon Kofi, jeune journaliste, directeur de publication de Le Potentiel que nous avons perdu en fin de semaine dernière. Absolument. Et en second lieu, je fais également le deuil d'une journaliste panafricaine, si je peux le dire ainsi. Elle s'appelle Solange Lissoukou Nsimire. Cette dame m'a impressionné en 2014 quand je l'ai connue lors des 44e assises de l'UPF ici à Lomé. Par ses témoignages, il faut le relever. Par moments, elle nous a avoué que pour mener ces enquêtes, parfois elle était soit obligée de passer par des ONG ou des organisations qui travaillent dans le domaine religieux, ou carrément elle se déguise en vendeuse de beignets et tout ça, parce que son pays, la République démocratique du Congo, est un terrain très glissant pour les journalistes, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle aussi, elle n'est plus. J'ai une pensée pieuse envers cette dame-là. Et la 3e personne, c'est notre confrère saoudien, Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi qui a été assassiné dans des conditions horribles qu'on ne saurait décrire ici, juste pour ses pensées ou ses opinions qu'il émet. Je crois que aujourd'hui c'est une manière pour moi de dire que le journalisme c'est notre passion, c'est ce que nous faisons, et au-delà des conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons, qu'on soit fauché comme cela, c'est difficile, et ma pensée envers toutes ces âmes-là qui nous ont quittés. Merci Magloire, votre fiancée pieuse à l'endroit de ses confrères
vous faire pardonner la longue salutation que venons de faire. Et l'homme à Tichogwe, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais profiter également pour placer un petit mot sur l'éternelle route qui jouxte la pharmacie d'Idjolé. Et carrément, depuis quelques jours, la voie est bloquée. Et parce que la route continue de s'affaisser. Et on a été les premiers à lancer un SOS à l'endroit du ministère des Infrastructures par rapport à l'état de délabrement avancé de cette route. Et on constate que maintenant, c'est une route qui est carrément barricadée. Et alors qu'on sait que c'est une route qui est très sollicitée. Et la dernière fois, ceux qui ont voulu se rendre au congrès de dissolution, enfin de création du nouveau parti de M. Agbeome Kodjo ont eu toutes les difficultés à se rendre sur place. Également, ceux qui viennent vers la pharmacie d'Idjolé et ceux qui ont des maisons environnantes dans le secteur ont quand même des difficultés à rejoindre leur domicile. Donc, un SOS à l'endroit du ministère des Infrastructures pour la réparation, la réhabilitation de cette voie. On peut associer à ce SOS également le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Oui. Pourquoi pas la délégation spéciale de la ville de Lomé qui fait office de mairie. Et puis non seulement ce pan de la route de Djidjolé, mais également ce gros trou là dans la chaussée au Grand Marché. À côté de l'UTB. Il y a également le grand trou en face de la mosquée sur la voie pavée de Bekpota. Comment ne pas revenir sur ce carrefour emblématique de Tokweng-Badago, sans oublier les autres artères dont nous ne cessons de relayer les cris d'alarme, mais devant lesquels qui de droit continue à se montrer sourd. Michel Yao Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et puis je voudrais aussi dire un bonjour particulier à un aîné, un grand frère qui est un haut cadre à la direction générale de la CT. Merci. Il se connaît. Il se connaît. Oui. Eh bien, Magloire et l'homme, vous voyez que Michel, lui, ne porte pas de veste, mais il rivalise avec Ambroise en termes de cette belle tenue-là, Magloire. Absolument. Et on est un peu surprise de les voir comme cela, mais c'est très beau, c'est joli. C'est joli, une fois n'est pas coutume. Si Ambroise sort d'un rendez-vous pour le club de la presse, on peut présager que Michel, lui, il va avoir un rendez-vous galant après l'émission. Absolument. Merci. Et bien, si Madame Tchadja est à l'écoute, félicitations pour cette belle tenue que porte votre mari Michel à ce studio. Eh bien, l'ambiance est bonne ici. Nous allons aborder maintenant l'émission avec cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre du grand poète, du grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui a écrit, et là, qu'on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. On peut toujours bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Il y a beaucoup de pierres qui entravent le chemin de nous autres Togolais. Eh bien, nous devons avoir le génie de ramasser ces pierres-là et d'en faire quelque chose de beau. Oui, je pense que on en parle suffisamment ici. Je pense qu'il ne faut pas avoir des difficultés en toute chose. Je pense qu'au milieu des difficultés se trouvent des opportunités. Et je pense que au fur et à mesure qu'on avance, en fonction des obstacles et des difficultés que nous avons, il va falloir qu'on puisse véritablement trouver le moyen, sinon le juste milieu pour faire de ces difficultés ou transformer ces difficultés ou ces occasions en opportunités, en solutions pour pouvoir avancer très rapidement. Merci. On peut toujours bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Et nous continuons avec quelques brèves, notamment en matière d'économie et de développement. Magloire, votre journal Flambeau écrit aujourd'hui mise en œuvre de l'axe 2 du plan national de développement 2018-2022. Le gouvernement qui envisage de construire bientôt une usine de fabrication du sucre au Togo. C'est une information qui est rendue publique depuis le début de la semaine, mais l'actualité politique fait que nous-mêmes au club de la presse, on n'en parle pas. Aujourd'hui, vous revenez sur le sujet, vous, Flambeau, mais également Ouara les vainqueurs et bien d'autres journaux. Merci pour ce rappel. Il y a ce dont nous avons à nous plaindre, mais il y a également ces bonnes nouvelles qui nous arrivent.
Et cette usine de fabrication de sucre est prévue dans la vallée de Loti. Et si tout marche bien, nous aurons cette usine d'ici l'année 2020. Absolument. C'est ce qu'on apprend de l'ITRA, qui est... L'ITRA, c'est l'Institut togolais de recherche agronomique, je crois. Et donc, cette institution-là a donné tous les détails sur ce projet. Vous savez, normalement, le gouvernement a démarré ce projet il y a un moment, mais il s'est fait qu'il y a quelques difficultés qu'on rencontre sur le terrain. C'est qu'il n'y a pas assez de canne à sucre, c'est-à-dire que on a démarré, mais ce n'était pas suffisant. Cette fois-ci, l'État a fait des commandes au niveau de la Thaïlande et des États-Unis. Et l'étude, ou du moins ça a prouvé que ça pouvait donner quelque chose sur les 43 exemplaires qu'on a commandés et qu'on a essayé. On a retenu 10 qui sont d'une meilleure qualité et que le gouvernement se prépare actuellement à miser sur les 10 afin de pouvoir produire assez de canne à sucre pour alimenter cette usine-là qui serait prête d'ici 2020. Eh bien, pour ceux qui connaissent la région, vous savez que depuis Kanté, dès que vous descendez de la falaise de Défalé jusqu'à Dapaon, vous traversez une zone, une plaine bien boisée avec le fleuve Oti et ses différents affluents, une zone propice à l'agriculture, notamment la canne à sucre. C'est un vieux projet. Il y a même Monsieur Glicris Olympio qui avait nourri ce projet-là. Vivement que le gouvernement s'active, parce que si l'usine-là devait être créée, en amont et en aval, c'est une chaîne d'emploi qui sera créée pour les jeunes de la région et de tout le Togo. Absolument, c'est pour cela que nous saluons vivement l'initiative, parce que toute initiative qui viendrait sortir le Togolais du gouffre du chômage, nous la saluons, parce que vous l'avez dit, que ce soit en amont ou en aval, c'est de l'emploi qu'on créera pour les Togolais, et c'est une très bonne chose. Vivement que ça réussisse, parce que on connaît également ces belles initiatives qui ne sont jamais traduites dans l'acte. D'autant plus que 2020, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Et là, si le gouvernement juge bon de mettre à la place publique l'information, nous estimons qu'ils ont ce qu'il faut pour y arriver, et donc nous les encourageons vivement à aller. Merci également. Une nouvelle qui est tombée depuis la fin de la semaine dernière, mais que la presse, notamment privée, n'a pas suffisamment relayée à mon goût, et sur laquelle vous revenez, c'est que bientôt le Togo sera doté d'une nouvelle centrale électrique. Ceci pour faire face à la demande de plus en plus croissante en matière d'énergie électrique, et ceci également dans le souci de promouvoir l'économie nationale et de faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. Il s'agit donc d'un protocole d'accord que l'État togolais a signé avec une société privée. La nouvelle centrale sera construite dans la zone portuaire d'une capacité de 65 mégawatts. Merci également à vous, Flambeau, et d'autres journaux, dont Ouara les vainqueurs, je crois également la Nouvelle Tribune. Vous revenez là-dessus. Et dans sa parution d'hier, le libéral nous disait que si la nouvelle centrale venait à être construite, la capacité de production propre du Togo sera portée à 193 mégawatts, ce qui réduira considérablement la dépendance énergétique du Togo vis-à-vis de l'extérieur, et peut-être qui nous mettrait à l'abri de quelques privations d'énergie. Hier, autour de 19h, nous, dans la zone de Adidogome, notamment à Sagbado et Segbe, on a été privé de courant pendant au moins 30 minutes. Bon, je ne sais pas si c'était une panne ou bien insuffisance d'énergie. Eh bien, vivement que la nouvelle centrale soit construite. Oui, c'est également un souhait pour nous tous Togolais, parce qu'aujourd'hui on peut plus parler de développement sans l'énergie, et le gouvernement l'a si bien compris, parce qu'au-delà de tout, le Togo est également un pays pilote pour la conduite des ODD, et donc toutes les stratégies sont mises en place pour y arriver. Entre-temps, il y avait la SCAP, mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, c'est le c'est le PND
qui est mise en branle, et je crois que cette initiative s'inscrit également dans le cadre du PND, et le ministère en charge des mines fait bien de signer cet accord, ou du moins avec cette institution espagnole, je crois bien, Eranov, et qui permettrait, n'est-ce pas, au Togo de s'autosuffire en matière d'énergie. Et ce qu'il faut saluer également, c'est que ça permettrait, n'est-ce pas, au Togo d'assainir son économie, parce qu'on utilisera beaucoup plus du gaz, ce qui n'est pas trop le cas actuellement, le gaz qui alimenterait l'énergie. Et ça fera également que les coûts de production seront beaucoup moins, à la portée du Togolais. Et tout ça, nous saluons ces initiatives-là, et nous disons qu'il faut aller loin, parce qu'au-delà de tout, ce qu'il faut souligner également dans ce projet, c'est que ça limiterait, n'est-ce pas, pas la dépendance, mais le gaz, le gaz butane de cuisine. Pas ça, le gaz carbonique. C'est-à-dire l'émission de gaz carbonique, l'utilisation du gaz, ça limiterait, n'est-ce pas, cette émission-là. Donc ça va dans la dynamique de la protection de l'environnement, qui est la marche dynamique enclenchée par toutes les nations du monde. Merci Elebati Chogbe. Nous prenons acte de cette volonté du Togo de se doter d'une nouvelle centrale pour nous produire l'énergie électrique, d'accord, mais nous avons toujours au travers de la gorge ce projet de contour global. On peut présager que, nourri de l'expérience de contour global, le gouvernement a pris toutes les mesures dans le plan d'affaires de cette nouvelle centrale, que la centrale soit construite à terme échu, et que le coût soit portable pour le Togo, et qu'également cette nouvelle centrale produise toute la capacité que le gouvernement nous vante. Oui, je pense qu'il y a lieu de tirer des leçons de la construction de la centrale électrique contour global pour pouvoir se lancer dans la construction de cette nouvelle centrale qui porte le nom Kekeli, Lumière en français. Et donc, je crois que oui, contour global, avec toutes les difficultés qu'on a connues au départ et tout ce qu'il y a comme ressources financières investies dans la construction de cette centrale électrique, il va falloir qu'on puisse suffisamment tirer des leçons pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs avec la construction de cette nouvelle centrale. Donc, je pense que l'important aujourd'hui, c'est le défi de l'énergie. Il va falloir qu'on puisse d'ores et déjà penser à mettre le Togo à un niveau où on peut véritablement disposer de l'énergie, où les consommateurs soient vraiment satisfaits d'avoir de l'énergie électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que les usines ou les industries, les PME, PMI puissent quand même disposer de cette énergie pour pouvoir fonctionner véritablement et faire tourner leurs activités. Merci également. Quelques dépêches sur le plan diplomatique. Des journaux nous en parlent, dont Michel Tchadia, Ouara les vainqueurs, qui nous informe que le chef de l'État a effectué une visite de travail et d'amitié hier auprès de son homologue Nana Akufo-Addo. Hier, donc, visite de travail et d'amitié. Et autre information, le Togo qui accueille la semaine prochaine le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, M. Tibor Peter Nadji, qui sera en visite au Togo le 1er novembre. Mais cette visite du diplomate ou bien du responsable américain se situe dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans plusieurs pays européens et africains. Et quand il sera ici au Togo, il sera reçu par le chef de l'État Faure Gnassingbé et le diplomate américain. Le dirigeant américain prendra également part à une conférence régionale des chefs de mission américaines. Voilà juste deux dépêches de chef de l'État qui étaient hier à Accra. Et même si on ne peut présager que des sujets qu'il aura débattus avec son homologue, et puis la semaine prochaine, ce haut cadre américain qui arrive chez nous. Oui, disons que par rapport au déplacement du chef de l'État hier à Accra, comme la note de la direction de la communication le dit si bien, c'est dans le cadre du raffermissement des relations qui existent entre le Togo et le Ghana que le chef de l'État s'est rendu là-bas, parce que
le Ghana, c'est un pays voisin de l'Ouest et nous avons des relations traditionnelles. Il y a les questions sous-régionales qui intéressent les deux chefs d'État, mais ce que nous avons dit aussi dans le papier, c'est que au-delà de tout ça, compte tenu de l'évolution de la situation socio-politique chez nous, c'est sûr que le chef de l'État qui était à Accra hier a pris le temps de discuter de tout ça là avec son homologue ghanéen, qui est en même temps facilitateur dans la résolution de la crise togolaise. Voilà, comme nous n'étions pas à Accra, on ne peut que présager de ceux dont les deux chefs d'État ont débattu. Mais les Américains, en tout cas le haut dirigeant américain qui arrive ici, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, les Américains ne vont pas partout. Les Américains, quand ils vont quelque part, c'est que ils ont un intérêt. Et c'est sûr que c'est par rapport, en tout cas, à la position stratégique du Togo dans la lutte contre la sécurité maritime, dans la lutte contre j'allais dire le piratage et autres, et que les Américains peut-être suivent de très près ce qui se passe au Togo, et on ne peut que se réjouir que ce haut dirigeants américains viennent chez nous ici. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, comme je le dis, les États-Unis d'Amérique ne fréquentent pas certains pays pour des raisons que nous ne savons que trop bien. Oui. Eh bien, la semaine prochaine, Lomé abrite une rencontre des missions américaines dans la sous-région, et le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines viendra prendre part, sinon présider personnellement cette rencontre, juste des dépêches. Oui, mais pour ajouter un peu à ce que Michel a dit, au-delà de tout ce qu'il a dit, je crois que le monsieur, il revient à la maison, parce que des informations nous font croire qu'il a déjà officié au Togo dans les années 82, 87 à 90 au niveau de l'ambassade des États-Unis. Ah bon? Donc c'est un retour au bercail en quelque sorte. Merci beaucoup. Seulement vous ne dites pas quel âge vous aviez lorsque ce diplomate serait passé ici chez nous? En 87, j'avais juste 12 mois. 12 mois? Oui. Eh bien, voilà, que ceux qui ont des oreilles écoutent. Nous glissons vers cette dépêche qui n'est pas en fait une surprise. Hier, Ambroise, vous avez appris que la CENI venait de proroger le recensement électoral dans la zone numéro 2. Donc cette opération qui aurait dû prendre fin hier continue jusqu'à ce jour, 25 octobre à 17. Et le communiqué de la CENI nous dit les raisons de cette prorogation. Le confrère Liberté nous le rappelle aujourd'hui. La CENI qui proroge les opérations de recensement d'une journée, pendant que Liberté, lui, trouve à la page 5 que cette prorogation était obligée de la part de la CENI, et que Flambeau des démocrates également, qui prend acte de cette prolongation, Flambeau des démocrates qui écrit recensement électoral dans la zone numéro 2, prorogation de 24 heures, avec des interrogations. Mais dites-nous, Ambroise, est-ce que vous avez été surpris que la CENI proroge cette opération dans la zone 2 de 24 heures? Non, je ne suis pas surpris. Hier, quand j'ai suivi le communiqué, je blaguais en disant que, donc, avis aux mineurs retardataires. C'est ce que j'ai dit. Parce que j'ai cru comprendre que c'est cette fois-ci, l'enrôlement des mineurs a été complètement officialisé, même si les deux ministres passent à côté de la chose. C'est normal, parce que c'est la zone 2. La zone 2, le pouvoir a toujours dit que c'est son fief. Et s'il doit y avoir prorogation dans une zone, je crois que c'est probablement dans cette zone. Mais il y a eu des grandes surprises dans cette zone aussi, par rapport à la réticence de nombre de personnes qui n'ont pas voulu se faire recenser, dont on a enrôlé forcé. Les enseignants ont été forcés, notamment à Hihiatro, partout. À Tchamba, ils ont été forcés à sortir les élèves. Et les images sont parlantes. C'est-à-dire que personne n'invente rien. Quand j'ai suivi les ministres hier, je tombais de nuit, quoi. C'est-à-dire que je me disais que finalement, il faut qu'on nous dise la vérité dans ce pays pour une seule fois dans la vie. Les gens mentent trop. C'est-à-dire que on a officialisé
l'enrôlement des mineurs. Parce que cette fois-ci, je crois que tous les Togolais ont vu ça. Nous ne sommes plus en 90, nous sommes en 2018. Et le numérique est si rapide que tout ce que vous faites, même dans votre chambre, le risque est que ça sorte dehors. Donc, je ne suis pas étonné que le recensement a été prorogé. C'est d'ailleurs normal. Je me rappelle, c'est au cours des révisions qu'on donne une semaine de recensement. Au cours des vrais recensements, c'est 2 semaines qu'on donne. J'ai rencontré plusieurs responsables de OPS et ceux qui forment les OPS qui m'ont dit cela, qu'en 2013, ça a été comme ça. Pour les révisions, on leur donne 2 semaines. Et pour les révisions, on leur donne 1 semaine. Et pour l'enrôlement, même le recensement, c'est 2 semaines. Je sais pas pourquoi cette année, ils ont peut-être fait sciemment. Et même les machines n'ont pas eu de problème. Moi, je me suis pas fait recenser. Parce que j'ai fait le tour quand même, j'ai constaté que certains ont fait 8 heures, d'autres ont fait 5 heures. Alors que par le passé, quand on est allé se faire enrôler, à peine 15 minutes ou 10 minutes, on t'enrôle. Et tu as ta carte. Cette fois-ci, dans la zone 1, souvent, on a remarqué que peut-être c'est fait sciemment. Mais moi, j'ai foi, je l'ai toujours dit avec probabilité forte que tout cela sera repris. Les leaders d'opposition ne sont pas enregistrés. Leurs militants ne sont pas enregistrés. Alors que nous sommes dans un schéma d'accord politique. Les gens viendront, on va le mettre au pas. Vous nous rappelez pourquoi vous ne vous êtes pas fait recenser, vous personnellement? Je n'aime pas qu'on viole le droit des citoyens. S'il y a des règles minimales à respecter avant d'aller dans un processus, en tant que citoyen, je crois que le minimum, c'est qu'on respecte ces règles-là. Si la règle n'est pas respectée, moi, je ne suis pas. Merci. À ma gloire, votre journal, vous prenez acte de cette prorogation par la CENI du recensement pour 24 heures supplémentaires, mais vous maintenez certaines interrogations. Donc des interrogations dans le cas des mineurs, parce que le sujet est là. On a suivi des images, beaucoup d'images qui ont circulé sur la toile, faisant cas d'enrôlement des mineurs. Au niveau de la CENI, on a démenti parce que le président Kodjona a dit qu'il n'en était rien, mais que même si c'était le cas, il allait avoir la deuxième phase qui consistera, n'est-ce pas, à auditer le fichier, quitte à épurer le fichier, n'est-ce pas, des cas des mineurs et doublons. Mais des interrogations que nous nous posons aujourd'hui, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a des experts qui ont été commis par la CEDEAO pour auditer le fichier, mais nous disons que oui, pour le cas des doublons, ça peut se faire. Il n'y a pas de souci. On détecte les doublons et on les enlève du fichier. Mais pour le cas des mineurs, Sasgao, ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez un peu les cartes, sur les cartes, il est écrit pour la plupart de ces mineurs qui sont nés en janvier 2000. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est né en 2000, en 2018, il a 18 ans. Mais quand vous voyez la personne, vous vous rendrez compte qu'il n'a pas l'âge de 18 ans. Et donc, nous disons, oui, l'expert fera son travail, mais sur la base des documents, parce que quand on dit sur la base des documents que le petit ou la petite est née en 2000, l'expert fera quoi? Tacitement, il a 18 ans. Et quand on laisse pas, parce que hier seulement, moi j'étais en discussion avec un OPS qui officie à Blita actuellement, il m'a confirmé que lui personnellement, il a enrôlé des mineurs qui n'ont pas 18 ans, mais qui n'ont pas ce pouvoir de dire... Des gens qui n'avaient pas visiblement 18 ans. Visiblement. Mais il n'a pas ce pouvoir-là de dire qu'il ne va pas l'enrôler. Et ça, nous disons que ça va fausser le débat. Il faut qu'on ait le courage de dire que je ne sais pas qui a donné l'ordre de faire ça. Mais c'est mauvais ça se gao. Quand je vois des gens qui doivent avoir 12 ans, 13 ans, être dans les rangs pour se faire enrôler, je dis mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et je ne suis pas sûr que le gouvernement togolais aurait officiellement donné ordre à ce qu'on enrôle des mineurs. Mais qui a donné l'ordre? Parce que j'ai écouté les ministres hier, le ministre de l'administration territoriale surtout dit qu'ils ont eu à demander la liste de ces chefs-là, de ces chefs de village et cantons qui font pression sur les gens, mais dans leur répertoire, ils n'ont trouvé aucun nom de ces gens. Mais je dis, mais l'ordre est venu d'où? Faudrait qu'on dise aux Togolais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce dossier-là. Oui, l'homme anti-Tchogbe, c'est un peu la polémique, sinon la tâche sur le recensement, notamment dans la zone numéro 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images
et de vidéos qui circulent. Il y a même des témoignages que nous, journalistes, nous recueillons auprès de différentes sources. Dans la zone numéro 2, le président Kadanga, qui a été interrogé sur la question lorsqu'il faisait inspection des bureaux de vos centres de recensement, a donné la réponse que vous connaissez. Le gouvernement hier également s'est prononcé sur la question. De la CENI au gouvernement, on s'en défend. Mais la polémique persiste sur ce sujet-là. Non, mais moi, je pense que c'est la CENI qui est le premier responsable, le premier interlocuteur à interroger dans ce dossier. Et personnellement, je suis outré et je dénonce cette communication bateau qu'est en train de faire la CENI. On ne peut pas avoir une institution censée conduire un processus électoral avec autant d'incongruités en matière de communication. Je suis quand même désolé et sidéré de le constater. C'est le processus électoral le plus défaillant en matière de communication que moi je suis en train de vivre depuis que je suis au Togo. Je m'explique. Vous avez une CENI qui est en train d'opérer tranquillement ses opérations sur le terrain, enfin ses activités sur le terrain, et dans le déroulé de l'activité ou des activités, on constate qu'il y a des difficultés, notamment des enrôlements ou un enrôlement des mineurs dont des images circulent sur la toile, et depuis quelques jours déjà. Pas plus tard que ce matin, il y a des images qui circulent avec des témoignages, et il n'y a personne au niveau de la CENI pour dire à la presse ou pour rassurer les populations ou pour dire véritablement que oui ou non, quelque chose se passe ou quelque chose se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait, à part ce que le président dit. Il a dit que c'est des rumeurs. C'est trop facile de monter au créneau pour dire que c'est des rumeurs. Je suis désolé de le dire comme ça. Et puis, entre ce que le président de la CENI a dit et ce qu'un autre membre de la CENI a dit à un autre média, il y a une contradiction flagrante. Mais le président ne peut pas dire autre chose. Un membre de la CENI se lève, il dit autre chose à un autre média. Et quand vous mettez côte à côte ces deux réactions, mais vous ne retrouvez pas. C'est-à-dire, ce que le membre de la CENI dit, il dit, un membre de la CENI, un membre du bureau exécutif dit non, que c'est des OPS proches de l'opposition qui ont mis ces images sur la place publique pour nuire ou décrédibiliser le processus. Le président de la CENI dit qu'il s'agit de rumeurs. Bon, est-ce que ces deux réactions ne sont pas contradictoires? Et est-ce que véritablement on enrôle des mineurs? C'est là le débat. Le président dit ce sont des rumeurs. Lui qui est en pleine tournée dans la zone 2, c'est trop facile de prendre un micro pour dire c'est des rumeurs. En tant que technicien, en tant que président d'une institution, qu'est-ce qu'on fait pour assurer aujourd'hui? Les images continuent de circuler. Est-ce qu'on a dit que ce sont des images qui sont montées? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs logiciels qui permettent de savoir si une image est authentique ou non. Au niveau de la communication de la CENI, est-ce qu'on a authentifié ces images? Mais il y a beaucoup de problèmes. Mais on ne peut pas être dans un processus comme ça et être là pour dire que non, c'est des rumeurs, c'est des affabulations. Au niveau de la CENI, on le dit comme ça, que non, c'est des choses que les OPS contre l'opposition montées. C'est trop facile. Et donc aujourd'hui, j'interpelle encore une fois la CENI sur cet aspect de la communication. Ils ont une mauvaise communication en plein processus électoral. On ne peut pas au XXIe siècle, avec tous les instruments numériques dont on dispose aujourd'hui, faire une communication aussi nulle. Je le dis comme cela, une communication aussi nulle. On ne fait pas de veille, on ne fait rien, on n'anticipe sur aucun événement. On est là, on dit que non, on continue le recensement, etc. Et donc, au niveau même de la CENI, il faut qu'on nous dise véritablement ce qui se passe par rapport à ce dossier d'enrôlement des mineurs. Aucun communiqué, aucune rencontre avec la presse. On ne sait pas l'interlocuteur. Depuis que cette histoire a commencé, à part 2 ou 3 confrères qui ont essayé d'entrer en contact avec des membres de la CENI, personne ne veut prendre la parole justement. Parce que la CENI elle-même est handicapée par l'inexistence ou bien l'absence des représentants de l'opposition. Et si entre les représentants du pouvoir à la CENI, on n'arrive pas à s'entendre sur la communication qui doit sortir, c'est qu'il y a un problème. Le président dit autre chose, un membre de son collègue dit autre chose, alors que les deux sont des représentants du parti au pouvoir. Et donc, moi, personnellement, ça m'horripile. C'est des choses qui m'horripilent parce qu'il faut qu'au niveau de la CENI, on puisse arriver à nous dire véritablement ce qui se passe dans ce dossier. Une seconde, la communication, pas autour de la CENI, et l'homme Tchogbe s'en plaint, mais le confrère, le panafricain aussi, trouve que la communication, c'est le talon d'Achille de la CENI. Avant Ambroise Michel, voilà, comme je le disais, cette inscription supposée de mineurs, c'est la polémique, sinon c'est la tache d'huile autour du recensement dans la zone numéro 2. Des gens s'en plaignent ouvertement, mais on a l'impression que
les réponses du président de la Kadanga et du gouvernement ne rassurent pas beaucoup de personnes sur le sujet. En tout cas, c'est le constat que nous faisons tous, que ce que la CENI donne jusqu'à présent comme explication ne rassure pas, ne permet pas à certaines personnes de comprendre. Mais moi, je vois le problème au-delà de ça. Vous savez, les images ont circulé, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, les images ont circulé, elles continuent de circuler. Maintenant, ce que moi je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous sommes déjà dans le processus et que après le recensement, je pense qu'il y aura une seconde phase qui consiste à afficher les listes provisoires avec les noms, les photos. Ceux qui pensent que, ceux qui ont pris ces photos-là, ceux qui font circuler ces images-là, si réellement ils ont envie de faire éclater la vérité, mais lorsqu'on a vu, parce que c'est dans des centres de vote, si tel est que c'est dans les centres de vote que ces images ont été prises, il faut que lorsqu'on va afficher les listes provisoires, que ceux qui se font circuler aillent dire que voilà, celui-là je le connais, il n'a pas 18 ans, et en ce moment-là, on doit quand même procéder à des vérifications. Il y a une phase, ce n'est pas encore dans le processus, il y a une phase qui nous attend demain, en tout cas après le recensement. Sinon c'est trop facile de dire que les images circulent. C'est où on a pris ces photos-là. Si ceux-là, s'ils ne sont pas des poltrons, ceux qui font circuler ces images-là, qui retournent, et en ce moment les responsables de la CENI, ils vont dire, celui-là je le connais, il n'a pas 18 ans. On passe à la vérification. Sinon, on ne peut pas, les réponses de la CENI actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est comme les gens ne veulent pas écouter ces responsables-là qui disent que non, si eux, ils n'ont pas eu écho de ces genres en tout cas d'enregistrement de mineurs, et s'il y a des actes comme ça, si on a pu accéder à des situations comme cela, il va falloir quand même que les gens, ceux qui sont en train de porter des griefs contre la CENI, puissent attendre le moment venu, avant même le travail des experts. Contrairement à ce que disait tantôt Ambroise, avant même le travail des experts, il y a une phase où, si, comment l'appelle-t-on, Magloire a dit ici qu'il a échangé au téléphone avec quelqu'un qui était depuis l'État au PS, qui lui disait que réellement il a enregistré des mineurs. Mais il n'a qu'à te dire seulement c'est où il est et on attend qu'on va afficher, mais que les gens aillent vérifier. Moi je trouve ça très facile. Maintenant, par rapport à la communication de la CENI, ça c'est un autre problème. Je voudrais qu'on dissocie cela. Le problème d'enrôlement de mineurs, c'est à part. Et la communication que fait la CENI, c'est à part. La communication que fait ou ne fait pas la CENI. Ou ne fait pas la CENI, c'est à part. Parce que la communication que les gens attendent de la CENI, ce n'est pas encore ça. Et j'ai l'impression même que c'est sciemment que c'est fait comme ça. Oui, parce que je tire de cela l'attitude que le président Kadanga a eu lors de la dernière sortie, le point de presse. Son dernier point de presse. Voilà, il n'a pas voulu que les gens lui posent des questions, rien. Donc c'est sciemment. En dehors des insertions, des spots qu'on demande aux gens d'aller, en dehors de ça, il y a quoi? Normalement, que ce soit dans la première zone ou dans la deuxième zone, je pense que régulièrement, si les gens montent au créneau, il faut qu'il y ait une cellule au niveau de la CENI pour donner les réponses appropriées. Il ne faut pas attendre que les gens crient d'abord et après on court pour essayer de les expliquer. Merci. Eh bien, nous sommes dans l'état de droit. Et l'état de droit, on ne présage ni de la bonne foi, ni de la mauvaise foi de l'autre. C'est avec preuve à l'appui. Et comme l'a rappelé tantôt Michel Tadja, après les opérations de recensement, il va s'ouvrir une phase où les listes provisoires seront affichées. Il y aura même une phase de contentieux. Eh bien, celui qui a des raisons de penser qu'on a fait enregistrer des mineurs, et ceux-là auront l'occasion de produire les preuves
et peut-être que on lui donnerait raison. Oui, Ambroise. Moi, j'aurais de la peine à défendre ces genres d'incongruité. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous voulez défendre quelqu'un, vous voulez défendre une logique, vous devez avoir des argumentaires forts pour pouvoir aller le faire. Vous voyez que mon ami Michel, je connais bien Michel. Hein. Michel est à l'aise en défendant souvent des sujets très pointus. Mais quand il s'agit de la CENI, tout à l'heure, vous avez remarqué que Michel avait de la peine. J'avais de la peine comment? Non, suis-moi. Vous, hein. Non, moi, je n'aime pas prêter des intentions aux gens. Non, je ne te prête pas des intentions. J'ai été clair dans ce que j'ai dit. Oui. Je ne défends personne. C'est une idée c'est une analyse que j'ai faite. Tu peux ne pas être d'accord. N'appelle pas cela incongruité. Bon. Ça, il faut que tu retires ça. C'est pas une incongruité. Je n'ai pas dit que tu as dit si on t'a dit qu'on a enrôlé des mineurs. Vas-y, il y a une seconde phase qui vous attend. Allez-y, dites ici. Maintenant, je vais faire mon analyse maintenant. Ça va, je vais faire mon analyse. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que je vais faire mon analyse maintenant. Je vous exhorte souvent à éviter des débats de personnes. Non, il n'y a même pas eu de débat de personnes. C'est Michel qui ne m'a pas compris. Le sujet sur lequel il est intervenu, moi je dis que quand quelqu'un ment, tu regardes son visage, tu sais qu'il ment. Je ne menti rien. Lombroso l'a dit. Quand tu vois comment vous l'appelez, un criminel, lui reconnaît les criminels par le visage. S'il vous plaît, Ambroise. Même si on l'a contesté. Sur des faits précis et avérés. Quand on parle de l'enrôlement de mineurs, mais les faits sont là, les images sont là. On va aller en Chine pour trouver les images de Togolais, des enfants qui sont là, dans les écoles, des répondants qui renvoient immédiatement des photos. Non. Vous savez, la communication de la CENI qui est défaillante n'est pas différente de ce que les ministres ont fait hier. Quand vous voyez le gouvernement togolais sortir pour une conférence de presse, sachez qu'ils sont acculés. Non, ne faisons pas d'amalgame. Nous parlons de recensement. Ils ont parlé de CENI hier. Eux aussi, ils ont parlé de tout ça. Non, Ambroise, ma question, c'était que, comme l'a dit Michel, si des gens ont des raisons de penser que des mineurs se seraient fait recenser, est-ce que ces personnes n'ont pas l'occasion, au cours de la phase qui va s'ouvrir, pour relever ces manquements? Est-ce que le code électoral autorise l'enrôlement des mineurs? Non. C'est pourquoi je dis ça, c'est parce que tout le monde a vu que les mineurs sont enrôlés. Même la TVT n'a pas eu cette bienséance de filmer cette image. C'est deux raisons. Mais beaucoup ont vu que les mineurs ont été enregistrés. À Tapamé, on a vu les mineurs se sont fait enregistrer. À Tchévier, nous on a été appelés, 3 personnes nous ont appelés. C'est pour vous dire que si le code électoral en amont déjà n'autorise pas que les mineurs soient enrôlés, on n'a pas besoin de nous dire que allez nous emporter les preuves. Les images sont là. Nous sommes au numérique. Encore une fois, j'ai dit. Vous voulez que je vous amène quelle preuve? S'il vous plaît, Ambroise. Vous savez, on ne peut pas faire procès de bonne ou de mauvaise foi de quelqu'un. Si quelqu'un a des preuves que des mineurs se seront fait... Je sais que le jour J, les preuves seront apportées. Le jour J. Sauf que les cartes qui ont été déjà distribuées, ces cartes-là, certainement que ces mineurs-là qui ont été enrôlés, ce ne sont pas eux certainement qui les apporteront dans la zone 2 surtout pour aller voter. On a vu des scènes dans ce pays. Et ce que les gens ont dit, ça ne convainc personne. C'est pour vous dire qu'en réalité, si le code électoral déjà en amont refuse de ne pas faire intervenir les enfants dans le jeu électoral, et qu'on dise aux OPS de ne pas mêler leur nez, de ne pas être regardant dedans, ça veut dire qu'il y a un problème. Les OPS, on devait leur donner selon le code électoral de refuser quand vous voyez la personne, que le chef témoigne ou pas. Vous voyez un enfant qui a 10 ans, vous savez qu'il n'a pas 18 ans. Psychologiquement, vous le renvoyez, vous le dites, déplacez. En même temps, Ambroise, le droit nous enseigne qu'il n'y a pas un procès de faciès. On ne peut pas juger... Un enfant de 8 ans, tu le reconnais, tu as ça. Ton enfant qui a 8 ans, tu sais qu'il a 8 ans. Tu ne me diras pas que c'est un nez qui a 18 ans. Faut pas inventer les histoires. Je voudrais seulement que... Mais je sais que le recensement là sera repris. Même si le ministre Bahora... Vous permettez... Le ministre Bahora n'a pas le titre foncier du Togo. Donc quand il dit, lui, par exemple, que ce recensement ne sera pas repris, il avait dit pour le cas de la CENI. Mais la CENI a été repris à 8-8. Moi, j'attends l'arrivée des facilitateurs et du comité de suivi. Je sais que la CEDEAO ne fera pas la deuxième erreur comme en 2005. Merci beaucoup. C'est pas très facile de s'en sortir sur ces sujets-là, mais encore une fois, ce que nous souhaiterions, nous sommes dans un état de droit. Je voudrais vraiment que nous puissions apporter des preuves pour conforter ou bien pour infirmer des positions que nous prenons. Les images circulent abondamment, mais je rappelle également qu'il y a toute une polémique autour des images. Dans ce même studio, nous avons mis en doute
des images et des sons. C'est pas aujourd'hui que nous allons prendre pour argent comptant ces images qui circulent et à la base desquelles nous n'avons pas été personnellement nous-mêmes, juste pour relativiser. Ambroise, plutôt Magloire. Oui, ça, vous savez, moi je le dis toujours, hein, je ne suis pas dans cette dynamique-là de critiquer les gens parce qu'il faut les critiquer. Moi, quand c'est bien, j'aime le dire que c'est bien. En même temps, quand c'est pas bien, je le dis. Moi, je dis, j'ai été en contact avec quelqu'un qui est sur le terrain, au PS. Il me l'a confirmé. Bon, le reste, c'est à la CENI. Et ça, je vais le rappeler, ce que le gouvernement a fait hier, même si les journalistes posent la question sur la CENI ou ce qui se fait sur le terrain, il ne revenait pas au gouvernement de défendre une thèse, enfin, une position. Ça, c'est du ressort de la CENI. C'est pour cela que je suis d'accord avec les uns et les autres quand ils disent quand ils parlent de la défaillance en matière de communication au niveau de la CENI, les insertions et tout, oui, mais c'est une étape très 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 sensible, hein, dans le processus, et donc on doit pouvoir mettre en place une stratégie de communication pour rassurer d'abord les gens, mais ce n'est pas ce que nous constatons jusqu'alors, et c'est pour cela que c'est devenu une guerre d'opinion entre journalistes qui dit oui, on a enrôlé des millions, non, on n'a pas enrôlé des millions, apportez-nous les preuves, et ça va se déplacer sur un autre terrain, et nous journalistes on va se rentrer dedans pendant que les politiques sont là entre eux et ils font ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire ne jamais se comprendre et nous embrouiller. C'est ce qui est malheureux, et moi ça me peine parce que je ne sais pas, au Togo, c'est pas ça. Nous avons des personnes. Mais en principe, Magloire, nous autres journalistes, nous devrions tout faire sur la base de nos éléments pour éviter. Bien sûr, c'est pour cela que moi j'ai dit pour ma part. Embrouillé par les politiques. Pour ma part. Oui. J'ai rapporté ce qu'on m'a dit, ce que quelqu'un qui est sur le terrain actuellement m'a dit. Le reste, quand on me dit d'apporter des preuves, bon, ça, je sais pas comment j'ai même des éléments sonores, des preuves. Oui, encore une fois, il y en a des éléments sonores que j'ai enregistrés. Des éléments sonores, Ambroise. La source. Oui. Mais comment, est-ce que les journalistes vendent sa source d'information? Non, on ne vend pas, mais est-ce que vos sources d'information sont vraiment... Oui, c'est moi, j'ai une source fiable. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, nous allons nous élever de cela. Oui, mais pour placer un mot rapidement sur cela. Hier, je pense que la question était posée au gouvernement par rapport à cet enrôlement des mineurs. Cet enrôlement supposé, voilà, des mineurs. Et ils ont placé un mot, comme l'a relevé Magloire tout à l'heure, par rapport au répertoire ou bien la liste des chefs traditionnels qui sont là. Et ils ont insisté beaucoup plus sur l'affichage des listes provisoires pour pouvoir constater si oui ou non on a trouvé des photos ou bien des gens qui sont des mineurs mais qui se sont fait enrôler et que ça fait partie de la phase enfin ça fait partie du processus électoral. Et après la phase de recensement, il y a l'affichage des listes provisoires pour pouvoir déceler les irrégularités et pouvoir trouver la bonne astuce pour pouvoir réparer cela. Et donc moi ce que j'aimerais dire rapidement, si aujourd'hui on en est là et qu'il y a toute une polémique autour de cette étape du processus électoral, et comme je l'ai dit, c'est justement parce que au niveau de la CENI, on n'a pas un interlocuteur valable en termes de communication. On nous dit qu'on sensibilise les gens, on nous dit qu'on sort des communiqués. Les communiqués disent quoi? À part on proroge de 24 heures. On nous dit que on demande aux citoyens d'aller se faire recenser. Encore une fois, tout citoyen togolais libre d'aller se faire recenser ou non. La loi ne l'interdit pas encore. Tout le monde a la possibilité d'aller se faire recenser et tout le monde peut dire je ne vais pas me faire recenser. C'est le droit de tout citoyen togolais. Mais de là, si au niveau de la CENI, on sait pertinemment qu'on peut mobiliser ou sensibiliser les gens à pouvoir accomplir cet acte civique ou s'acquitter de ce devoir, mais il faut aussi communiquer sur les difficultés qu'il y a sur le terrain. Les difficultés aussi sont rapportées par la presse. Autant nous sensibilisons, autant nous rapportons les difficultés. Maintenant, si nous rapportons les difficultés, que nous les signalons, et que vous ne trouvez pas de solution, vous voulez que nous fassions comment? On répond à cela comment? On dit quoi aux populations? On ne peut pas mener un processus en bateau comme ça sans communication. Mais aujourd'hui, on n'a plus de repères. Aujourd'hui, au niveau de la CENI, quand vous voulez poser une question et que vous appelez qui? La CENI, d'abord, la CENI n'a pas de... La CENI n'existe pas sur le plan digital. La CENI n'a pas de compte Facebook.
La CENI n'a pas de compte Twitter, mais pour nous qui sommes très tic, mais quand vous avez une question à poser, d'abord, il y a aujourd'hui des instruments puissants. Vous posez une question sur Twitter, officiellement on vous répond, ou sur Facebook on vous répond. La CENI n'a aucun instrument de ce genre. La CENI n'a même pas de personne capable de répondre à une question à la presse. On rapporte des difficultés, on vous rapporte des choses. Mais dites-nous ce qui se passe. Faites vos enquêtes et dites-nous ce qui se passe pour qu'on puisse à notre tour, rassurer les populations ou leur dire véritablement ce qui se passe dans le processus. Et donc moi, je suis vraiment, et là vous constatez que je suis en train d'hausser le ton, je suis vraiment peiné et je dénonce ce silence coupable de la CENI par rapport à ce qui se passe et cette mayonnaise qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Merci. La CENI qui est également, enfin, il y a également tout un débat autour de la CENI. La CENI dont Maître Raphaël Pandé Adjaré, que nous connaissons très bien, dit aujourd'hui que en l'état actuel de la législation togolaise, il n'existe même pas de CENI. Ça, c'est Maître Adjaré Pandé qui le dit. Et pourtant, la CENI existe bel et bien. Et son mandat est fini depuis. Il y a également ce débat autour de la composition ou bien de la recomposition de la CENI, avec la scène qui s'est jouée au Parlement lundi dernier, et sur laquelle nous sommes revenus hier avec le député Jean Kissi de la coalition, qui disait hier que l'Assemblée n'aurait ou bien n'avait pas pris un acte formel de la nomination de 4 nouveaux membres de la CENI au titre de l'opposition parlementaire. Or, sur le sujet, Magloire Teko Kenvi, nous venons d'avoir une copie du procès verbal de la séance de l'Assemblée lundi qui acte que l'Assemblée a procédé à la nomination de 4 nouveaux membres au titre de l'opposition parlementaire. Oui, je le constate également parce que j'ai eu le document également, le procès verbal. J'ai parcouru le document et l'Assemblée nationale a formellement acté, n'est-ce pas, ce qui s'est passé tout récemment, c'est-à-dire que à ce jour, l'Assemblée nationale reconnaît avoir élu 4 des 5 membres proposés par la présidente du groupe parlementaire ANC. Et donc sur ce sujet, par rapport à ce que l'honorable Jean Kissi a dit hier, moi personnellement je n'étais pas à l'Assemblée pour constater réellement ce qui s'est fait, mais on constate déjà qu'il y a une divergence entre ce qui a été dit par l'honorable Jean Kissi et ce que nous rapporte la CENI dans son document, enfin l'Assemblée nationale dans son document. Et du coup, on est un peu embrouillé, on ne sait pas réellement de quel côté se trouve la vérité, parce que le document en question, c'est un document formel, le procès verbal. Ça retrace tout ce qui a été fait lors de l'audience, enfin de la session. Et donc, c'est de la même session que l'honorable Jean Kissi parle. Et du coup, ça nous embrouille, on ne sait pas réellement quoi prendre comme enfin. Merci. En tout cas, nous avons le document officiel portant procès verbal de la nomination de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante au titre de l'opposition parlementaire. Et ce PV porte sur la séance plénière de l'Assemblée en date du 22 octobre et est signé de M. Larry Penn, premier secrétaire parlementaire. Donc c'est un document que nous venons d'avoir et dont nous remercions la personne qui nous l'envoie, et les uns les autres mettront face à face à l'actualité. Donc sur cette séance du lundi dernier, Chronique de la semaine revient et parle de Chronique qui écrit 4 membres de la coalition nommés à la CENI par l'Assemblée nationale dans un vacarme inédit. La tentative de blocage de la C14 a lamentablement échoué. D'autres journaux en parlent, dont le bâtisseur qui écrit, lui, nomination des représentants de la coalition à la CENI, unir UFC, la solidarité dans le mal, la mauvaise foi portée au pinacle. Et Michel, vous écrivez refus de prendre place à la CENI, la coalition des 14 contre le processus inclusif des élections, comme quoi
même les journaux ne s'accordent pas toujours sur la façon dont les choses se passent. Voilà, Michel. Et pour terminer, la coalition qui continue à dire que les 7 membres nouvellement nommés à la CENI au titre de l'opposition ne prêteront pas serment tant que le 8e n'ira pas les rejoindre. Oui. Avant de répondre à ta question, il faut relever ceci. Vous savez, dans toute chose, les gens peuvent soupçonner les fraudes. C'est pourquoi il y a des étapes dans chaque processus pour essayer de bloquer si fraude il y a. C'est pourquoi l'affichage des listes provisoires est destiné à élaguer des irrégularités pour qu'au finish qu'on ait un fichier fiable et acceptable par tous. Et donc, lorsqu'on soupçonne, parce que tous ceux qui disent j'ai vu les images circuler, bon, allons-y là où on les a pris. Michel, est-ce qu'on non, on dit bon, allons-y là où ces images sont, personne ne prendra le devant. C'est où ça a été pris? Personne. Mais il n'y a personne qui va dire allons, je connais, c'est dans tel bureau de vote. C'est pourquoi la loi dit on affiche les listes provisoires. Vous qui dites que vous avez, c'est sûr que c'est ici qu'on a pris ces images, allez-y. Et les noms sont là. Si vous vous rendez compte que réellement ce monsieur ou cette dame, cette demoiselle, elle n'a pas ou il n'a pas 18 ans, mais alors on procède à des vérifications et si tel est le cas, puisqu'on n'est pas encore le jour de vote, on peut annuler avant même de donner place aux experts qui vont auditer le. Moi je trouve ça un peu simple. Les gens font de la polémique, ça me fait sourire. Merci. Alors revenons maintenant sur la procédure à polémique ou à controversée de la recomposition de la CENI. Oui. Si vraiment la classe politique voulait faire des sacrifices, on doit avancer. L'heure est arrivée pour qu'on avance. Ce n'est pas à cause d'une place à la CENI que tout le processus doit être bloqué. Parce qu'aujourd'hui, dire que c'est à cause d'une place que la C14 refuse de prendre sa place, d'envoyer ses représentants à la CENI, je trouve ça un peu bizarre. Parce que eux-mêmes le disent, le processus doit être inclusif. Et depuis lors, tout ce que l'opinion attendait, c'est de voir dans quelle mesure élire les membres restants pour qu'ils prennent rapidement leur place à la CENI. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. Ce n'est pas à cause d'une place qu'on doit tout bloquer. Ou alors, on a des calculs politiciens, c'est normal. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ça bloque tout un pays. Nous apprenons aux dernières nouvelles que les protagonistes de la crise sont, en tout cas, selon notre source, sont attendus après demain donc à Conakry, en Guinée. Je prie que si jamais cette rencontre a lieu, parce que c'est ce que nous apprenons. Et votre source elle est fiable. Est vraisemblablement crédible. Oui. Les sont attendus samedi à Conakry. Et si jamais cette rencontre a eu lieu, je pense que ça va servir de régler définitivement cette affaire de représentants et ses représentants à la CENI. Et surtout, nous l'avons dit il y a de cela quelques instants, que le chef de l'État était de l'autre côté. Faure Gnassingbé était au Ghana hier. Voilà, ça veut dire que et les autres acteurs annoncés à Conakry samedi, selon votre source. Oui, les choses bougent et nous prions que cette salade-là prenne fin parce que les Togolais n'en peuvent plus. Merci. Et un peu dans ce même sens, Liberté qui écrit ce matin à la page 3, polémique UFC à la CENI, conduite du processus électoral, les regards tournés vers le comité de suivi et les facilitateurs. Eh bien, donc si, enfin, même si nous avons dit, même si nous ne savons pas de quoi ils ont discuté, mais Faure Gnassingbé était à Accra hier,
et Michel qui nous donne cette information que les protagonistes de la scène politique sont annoncés à Conakry samedi. Vivement que cela se tienne. Et quand nous aurons de la matière, nous y reviendrons. 93.5 Canal FM. Retour ici au studio avec nos 4 confrères autour de nous. Et nous revenons sur le sujet autour du débat, pour ne pas dire la polémique, sur la recomposition de la CENI avec ce qui se fait et ce qui bloque. Et ce sujet, bien d'autres, ont été au centre d'une conférence de presse que le gouvernement et la majorité unie ont animée hier devant la presse. Magloire, le Front des démocrates, vous revenez abondamment sur ce point de presse, sur cette conférence de presse du gouvernement, pendant que Magloire, plutôt la tribune des démocrates de Elomati Chogbe, vous revenez également la nouvelle tribune, vous revenez sur ce qu'ils pensent, eux, le gouvernement et la majorité parlementaire, sur le recensement électoral, les réformes constitutionnelles, les mesures d'apaisement, le droit de vote de la diaspora, recomposition de la CENI, un ensemble de préoccupations que le gouvernement et sa majorité ont exposées hier. Vous nous faites un petit condensé, et l'homme? Oui, c'est vrai qu'hier le gouvernement a fait une sortie pour se prononcer sur l'actualité politique et les derniers développements. Mais avant, je voudrais juste faire un petit rectificatif. Oui. On m'a appris que la CENI a compte Twitter et que la dernière mise à jour a été faite ce matin, ce 25 octobre. Et donc, je pense que peut-être de ce côté-là, pour sensibiliser, ils ont commencé quelque chose. Maintenant, pour revenir par rapport à ce que... d'abord. Tu n'as pas vérifié. Oui, c'est Michel qui dit ça. Par rapport au gouvernement, et je pense qu'hier, ils se sont prononcés beaucoup plus sur les conclusions de la deuxième réunion du comité de suivi. Ils ont également parlé des réformes constitutionnelles, de l'urgence des réformes constitutionnelles, en disant précisément que les réformes se feront avant le 20 décembre et qu'un projet de loi sera bientôt envoyé au Parlement et qu'il espère qu'au niveau du Parlement, tous les députés vont pouvoir se mettre dans la danse pour aller vite en ce qui concerne le vote de ce projet de loi portant révision constitutionnelle. Et qu'à défaut, ils vont quand même aussi utiliser les voies que préconisent les recommandations de la CEDEAO. Et donc, ils ont dit précisément à la presse que toutes les recommandations contenues dans la feuille de route du sommet de la CEDEAO le 31 juin seront scrupuleusement et rigoureusement respectées. Je cite ce que le gouvernement a dit et que par rapport notamment au 20 décembre, la date du 20 décembre, et que rien ne pourra, enfin à ce stade, n'a été fait de façon illégale ou qui ne soit pas ou qui ne respecte pas la feuille de route de la CEDEAO et qu'on va tranquillement vers des élections législatives le 20 décembre, sauf cataclysme. Sinon, le 20 décembre 2018, le Togo connaîtra des élections législatives. Et maintenant, par rapport à la CENI, justement, la polémique, et je pense que le gouvernement a précisé le contexte dans lequel les conclusions de la deuxième réunion du comité de suivi se situent, notamment les 5 qu'on a attribués à l'opposition parlementaire, les 5 au niveau de la majorité parlementaire et la répartition des autres sièges. Et maintenant, ils ont précisé qu'il ne revenait pas à la coalition des 14 de pouvoir désigner les 8 représentants de la CENI et qu'il ne revenait pas à la coalition des 14 de pouvoir se prononcer au nom de toute l'opposition parce qu'on a parlé d'opposition parlementaire et d'opposition extra-parlementaire de la société civile. Et donc, il ne voit pas de quel droit la coalition des 14 a pu quand même faire cela. Maintenant, par rapport à l'UFC, dont le seul siège pose problème et bloque tout le fonctionnement de la CENI, ils ont dit précisément que depuis 2013, à ce jour, il y a eu 2 renouvellements de la CENI, en 2013 pour les élections législatives et en 2015 pour l'élection présidentielle, et qu'en aucun moment, on a remis en cause la présence de l'UFC à la CENI au titre de l'opposition parlementaire. En 2013, que l'UFC était à la CENI au nom de l'opposition parlementaire, qu'en 2015, l'UFC était à la CENI au titre de l'opposition parlementaire, et qui ne voit pas pourquoi aujourd'hui
ça devrait poser problème entre l'opposition elle-même, que de toutes les façons, ils prennent acte de ce qui va se passer, puisqu'ils n'ont pas de commentaires à faire par rapport au choix de l'opposition en ce qui concerne la CENI. Merci. Je rappelle que c'était quand même une forte délégation du gouvernement, de la majorité qui était dans la presse hier. Magloire, il y avait le ministre Gilbert Bawara, il y avait également le ministre Payadoa Boukpeti, il y avait également le professeur Kondi Charles Agba, au titre des doyens, des sages du UNI. Il y avait également comme cadre UNI Monsieur René Théophile Kapou. Eh bien, c'est 4 ou 5 personnalités qui avaient... Christophe Tchao, le président du groupe parlementaire. C'est ce groupe de 5 personnalités qui ont exprimé la position du gouvernement et de la majorité. Tout à fait. Et l'homme a peut-être oublié un aspect que je voudrais relever. Ça concernait justement, c'est vrai, c'est en cela que moi je dis ça m'inquiète tout ça, parce que au début on parlait des réformes, voilà que tout le temps c'est la CENI, tu n'as pas droit de siéger à la CENI, j'ai droit, on oublie l'essentiel que les réformes, voyez-vous, et ça a échappé à un homme, il ne voulait pas, mais c'est comme ça. Le gouvernement a également fait cas, n'est-ce pas, du processus des réformes qui a cours. Et il a dit qu'à ce jour, ils ont fait l'essentiel à ce que le projet de loi soit à jour. Et donc, très bientôt, le gouvernement va adopter au cours du Conseil des ministres le projet de loi nouvellement actualisé pour envoyer cela à l'Assemblée. Et donc, ça, c'est l'autre aspect. Maintenant, moi, honnêtement, le show d'hier ne m'a pas impressionné. Les choses du gouvernement, ça ne m'a pas impressionné parce que j'estime que dans ce pays, il y a plusieurs d'autres sujets qui nécessitaient, n'est-ce pas, une sortie officielle du gouvernement, mais qu'on n'a jamais eu. On parlait toujours de la route Lomé-Enfin-Vaughan. C'est l'État togolais qui a mis des fonds là-dedans. On a bouffé, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, la route est restée telle. On n'a rien dit. On parlait des 600 millions. C'était tout récemment dans ce millions de la participation du Togo à la CAN. Le gouvernement n'a rien dit. Pas encore. Il n'a rien dit. Pas encore. Il n'a rien dit, Sasgaou. Le gouvernement n'a rien dit. Aujourd'hui, on parle de la CENI, des élections, parce que c'est là leur intérêt. On les voit faire une conférence de presse. C'est bon. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas impressionné. Mais vous relevez quand même que la sortie du gouvernement hier démontre clairement le fossé d'incompréhension entre le pouvoir et la coalition de l'opposition, ainsi que la confusion entretenue dans l'interprétation des différentes questions d'actualité liées à la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO et de la poursuite du processus électoral. Ça, c'est clair. Au Togo, la politique a fait telle que on a quelque chose qui est écrit noir sur blanc, chacun a ses interprétations. Vous vous rappelez de la constitution togolaise quand il s'agit de ce sujet de rétro ou non rétroactivité de la loi? Les gens, tout le monde y allait de son interprétation. Également sur le sujet, la coalition d'ici, le gouvernement vient de dire que il a sa compréhension de la chose. Et nous disons ça prouve que nous ne sommes pas, le bout du tunnel est encore loin. Et ça, les gens doivent se le comprendre, que ces acteurs politiques, moi je le dis, que les gens ne s'étonnent pas que la CEDEAO ne revient plus à Lomé. Michel venait tantôt de le dire, que d'après ces informations, que c'est les nôtres qui iront maintenant vers eux. Ah oui, c'est ce que je dis. Ils nous ont suffisamment fait de confiance, croyant que nous allons pouvoir nous entendre. Mais nous refusons. C'est des gens qui dirigent également leur pays. Merci. Ils ont leurs problèmes. Vous refusez de nous entendre, eh bien, vous venez vers eux. C'est vrai que cette semaine, quand on se rappelle ce qui s'est passé à l'Assemblée le lundi dernier, quand on se rappelle la conférence de presse de la coalition le mardi, et ce que le gouvernement dit hier, le fossé se creuse davantage entre la majorité et l'opposition. Et hier, le gouvernement et la majorité ont relevé ce sur quoi votre journal revient, quand le gouvernement disait hier, je cite, que la plupart des déclarations et des accusations formulées notamment par la coalition des 14 partis de l'opposition et certaines associations dites de la société civile sont des affabulations. Michel, c'est le constat que
le fossé se creuse davantage entre le gouvernement et l'opposition, chacun dans sa logique. Oui. Mais où est-ce que ces deux bords vont se rencontrer un jour pour le Togo inclusif? Je pense que cette situation constitue une pression supplémentaire sur la CEDEAO qui doit jouer sa crédibilité. Parce que apparemment, ça veut dire que depuis même le début du dialogue, on se rend compte quelques mois après que le fossé s'élargit de plus en plus entre les acteurs politiques. Normalement, quelques mois après, on devait assister au moins à une petite accalmie parce qu'on devait s'entendre déjà sur le minimum, mais on avance. Vous comprenez? Je ne souhaiterais pas revenir encore sur les points évoqués parce que les confrères ont tout ramassé. Mais ce qui me tient encore à cœur, c'est ce que disait Magloire. Vous avez vu lundi, ils ont créé des scènes de pugilat autour de la CENI à l'Assemblée nationale. Les députés. Ils ont voulu. Il y a même un confrère qui a titré que lundi c'était une scène de kung-fu à l'Assemblée nationale. Voilà. Parce que les gens veulent leur place. Leur place. Mais quand nous, dans l'opinion, nous disons que les gens ont gardé 600 millions, les députés, est-ce que vous avez une fois senti quelque chose? Mais alors on parle de 20 décembre. On va élire encore d'autres. Vous comprenez? C'est pour aller élire encore d'autres qui vont encore fermer les yeux sur les pilleurs, les voleurs de la République. Vous voyez, je ne voudrais pas parler de la route Lomé-Anfoin. Je ne voudrais pas parler de beaucoup de choses. Ces députés le boulevard des armées à Toko, ici, qui prive beaucoup d'opérateurs économiques tous les riverains là-bas, de leurs affaires. Ce matin, je suis passé par là. Tous ceux qui sont là-bas, regardez, c'est une souffrance créée de toutes pièces pour des concitoyens. Est-ce que c'est normal? Les députés, ils ont dit quoi? Comment un ministre de la République prend le soin de venir devant les parlementaires, dit que on a donné de l'argent à une entreprise, elle ne fait pas bien son travail parce qu'elle a pris l'argent là pour acheter les machines. Alors que dans le cahier de charge, c'est dit que il faut que l'entreprise réalise les travaux dans un délai imparti et qui doit normalement disposer du matériel d'abord avant de lui passer le marché. Et comme cela ne suffit, quelques semaines après, le même ministre revient dire que bon, comme entre-temps j'avais dit que la route allait finir, c'est pas fini, bon, jusqu'au 31 décembre 2016, ça va finir. Et nous sommes en 2018. Nous sommes en octobre 2018. La route n'est pas encore finie. Le ministre, il est toujours au gouvernement et les députés sont toujours à l'Assemblée nationale. Merci Michel. Merci Michel Ambroise. Je voudrais me prononcer sur la scène qui s'est produite à l'Assemblée et ensuite la conférence de presse du gouvernement. Oui. Le premier, d'abord, j'étais vraiment hors de moi quand j'ai appris que les députés s'en ont arrivés là et avec surtout la manière dont le vote a été fait. Il n'y a pas eu de vote selon les vérifications que nous on a eu à faire. Et quand vous écoutez des fois même sur certaines radios en fond sonore la nomination des gens par le président de l'Assemblée dans un brouhaha total, vous comprendrez que le Togo n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est regrettable que nous en soyons arrivés là. Et j'ai lu une certaine hypocrisie de la part du président de l'Assemblée qui a plutôt joué au Ponce Pilate au lieu de jouer au franc jeu. Parce que je le voyais quelqu'un de modérateur qui pouvait aider les gens à se sortir d'affaires. Mais Ponce Pilate n'a pas eu le courage de dire que Jésus n'est pas auteur d'un crime. Il s'est lavé les mains pensant qu'il s'en est sorti. Il ne s'en est pas sorti. C'est le rôle que le président de l'Assemblée a joué le lundi. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la conférence de presse du gouvernement. Quand vous suivez les deux ministres, surtout le ministre Bahara et le ministre Boupessi, vous sentez une contradiction notoire dans les propos. Dans un premier temps, on vous parle que la CEDEAO, dans la feuille de route, on parle des parties prenantes au dialogue ou des parties prenantes, et qu'on nous dise que la C14 n'a rien à voir avec tout cela, elle ne peut jamais imposer la composition d'une CENI,
Alors que les termes du communiqué, quand vous lisez, tous on a été à l'école, même le peu qu'on a eu à faire, vous comprendrez que on parle des deux protagonistes de la crise, la C14 et le parti au pouvoir. Ça, c'est un. De deux, il disait que les problèmes de la CENI, ça ne les concerne pas. C'est une question qui concerne les autres partis, l'UFC et la C14. Pourtant, c'est le gouvernement qui freine. Et c'est le parlementaire des partis unis qui font frein à ce que les 8 membres que recommandait la CEDEAO dans la deuxième réunion, dans la recommandation de la deuxième réunion, qui demandait à ce que la CENI soit composée. En conclusion, ce que moi je comprends dans tout ça, de ce cafouillage même qui se lie au niveau des recensements, c'est que, chers amis, allons très vite en attendant que les choses ne nous rattrapent. Si nous n'allons pas vite et que cette CENI est composée 8-8 dans tous ces démembrements jusqu'au président des CENI, nous risquons de perdre. Il faut plutôt qu'on mise sur la multiplication des cartes. Je vois encore des images de Tchamba avec une personne avec différents habits qui a fait plusieurs cartes. Vous comprenez? Et en plus, ajouter à la nomination des présidents des différents séries des juges, vous lisez les noms, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont des différences. Et moi, je pense qu'il faut tout reprendre. Merci à tous les auditeurs qui trouvent que même aujourd'hui, que vous et moi, on s'est beaucoup livré à nos émotions et qu'on n'a pas beaucoup appuyé nos raisonnements, le développement sur le communiqué du comité de suivi en date du 23 septembre et sur la base du code électoral. L'auditeur se dit déçu que nous n'ayons pas suffisamment relevé des arguments ou bien des articles du code électoral pour appuyer nos raisonnements. Merci à vous quand même de nous suivre de façon critique. Mais c'est ainsi cet autre auditeur également qui... Non, ça... Oui, Michel? Permets-moi, je vais répondre à cet auditeur. Allez-y. Nous avons des journaux. Qu'ils aillent acheter nos journaux. Nous ne sommes pas obligés de vider nos journaux quand on vient devant les micros. Merci. Qu'ils aillent acheter les journaux. Ça là, celui qui dit ça là, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut acheter. Si nous peinons, nous souffrons pour venir ici pour débattre de l'actualité. Nous ne sommes pas obligés de vider nos journaux. Merci Michel. Courant la semaine, je crois, nous faisons un travail quand même d'équilibre comme la presse. Le mardi, nous avons reçu un cadre de l'UFC. Hier, c'était un autre leader de la coalition. Aujourd'hui, nous avons tout entrepris pour avoir quelqu'un du gouvernement ou de la majorité unie. Mais au dernier moment, un contretemps ne l'a pas permis. Espérons que demain, notre invité du gouvernement ou bien d'UNI, ou bien pourquoi pas député UNI, soit disponible. Et comme ça, nous aurons fait parler chacun. Et vous autres auditeurs, vous aurez des éléments suffisamment développés pour faire votre opinion sur le sujet. Merci à Michel Tomenga et Jérôme Dakoucha qui nous signalent que le temps imparti à l'émission est fini. Mais ils permettront quand même que vous nous montriez vos cartons de ce jour. Commençons par... Non, moi je n'ai pas de carton, oui. Mais pour ajouter un mot à ce que l'auditeur vient de dire, à ce que Michel a répondu tout à l'heure, vous savez, on est dans un environnement difficile en matière de presse. Et si nous venons ici, c'est parce que nous avons pris sur nous la volonté de pouvoir venir et de pouvoir contribuer à quelque chose. Et en retour, au lieu que les gens soient là nous écouter, nous les encourageons aussi à acheter nos journaux. Nous ne sommes pas là. Ici, ce n'est pas juste une tribune pour écouter ce que nous avons à dire, mais nous faisons des débats sur la base de ce que nous écrivons d'abord. Et si ce que nous écrivons est vendu, est vendable, et que vous ne les achetez pas, n'attendez pas 11 heures ici pour que nous puissions venir vider ce que nous avons écrit dans nos colonnes. Merci. C'est dire qu'il y a le club de la presse, mais il y a aussi et surtout les journaux, voilà. Que le public est appelé à s'acheter pour nous soutenir. Disons-le tout droit, les journaux vivent de leur vente et de la petite publicité. Si vous voulez que la presse togolaise demeure, encouragez-nous en achetant nos journaux qui ne coûtent pas beaucoup, 250 francs seulement. On peut le faire. Pas moi carton, je voudrais aborder dans le même sens. Ok, non, carton, Ambroise. Oui, c'est mon carton. Ok, allez-y. Pour dire qu'en réalité, les Togolais n'aident pas la presse. Il faut qu'on leur dise la vérité. Dans les pays, les gens sortent même de l'argent pour financer, pas financer, encourager les journaux. Ici, ils ne le font pas.
Ils attendent seulement dans leur maison à vous écouter tout ça. Exertons leur affaire davantage. Ce que nous pensons faire ici, nous comptons faire, c'est ce que nous faisons. Nous, la frustration est tellement grande que nous essayons quand même d'apaiser la situation dans nos débats. Quand ils nous écoutent, ils s'apaisent au moins. Merci. Parce que c'est un cocktail qui est en train de se préparer comme ça. Si éventuellement nous venons ici, les gens, un beau matin, les gens seront surpris. Donc c'est un exercice qui les apaise. Donc nos émissions désamorcent un peu la frustration à avancer. Merci Magloire. J'espère que nous sommes au carton, Magloire. Oui, c'est mon carton. Votre carton. Oui, mon carton. Mon carton, il est vert. Et je l'adresse au président George Weah du Libéria, qui vient de déclarer, n'est-ce pas, le premier décréter gratuit le premier cycle dans toutes les universités publiques du Libéria, et c'est bon, c'est joli. Il faudrait que les autres aussi aillent dans ce sens. Mais pour finir, quand vous dites les autres, vous pensez à les autres chefs d'État. Il y a beaucoup de chefs d'État. Pourquoi pas mon président Fornia, qu'il décrète aussi gratuit, n'est-ce pas, le cursus universitaire, pas tout le cursus, mais ne serait-ce que le parcours licence gratuit pour tous les Togolais qui veulent. À titre comparatif, Fornia a décrété l'enseignement préscolaire et primaire gratuit au Togo. George Weah vient de décréter le premier cycle des études universitaires également. Oui, c'est bon. Donc, je voudrais finir pour dire que, en fait, de notre mieux, il y a des gens qui dorment avec le code électoral et le communiqué même de la CEDEAO. Ils n'ont même pas la même compréhension de ce qu'ils lisent. Donc, on ne nous accuse pas. Nous faisons de notre mieux pour que le Togo aille de l'avant. Merci, Magloire. Et on va finir avec le joliment habillé aujourd'hui, Michel Tchadja. Votre carton. Et rien que le carton. Non. Je n'ai pas de carton. Donc vous passez. Mais je vais placer un mot, quand même. Mais je voulais dire, je reviens toujours à ton auditeur. À notre auditeur pour dire que nous sommes dans un environnement où parfois il y a des gens de la société civile, des responsables politiques qui doivent faire un effort de communiquer. Mais parfois ils veulent s'abriter derrière les journalistes. Ils pensent que c'est les journalistes qui peuvent faire ça à leur place. Si quelqu'un a envie. Et ça nous fait beaucoup d'honneur, hein, Michel. Oui, mais non. Mais ça veut dire que nous sommes véritablement le quatrième, sinon le pouvoir transversal. Mais on est le quatrième pouvoir. Mais quand on observe comment les choses se passent, avec l'aide de l'État annuellement qui est à 100 millions, mais on se demande qu'est-ce qu'on veut que la presse fasse dans ce pays. Merci, donc, que personne ne s'abrite derrière si les gens ont à dire des choses. Il y a beaucoup de canaux pour le faire. Et nous, on vient ici pour donner le minimum. Nous ne sommes pas détenteurs du savoir. Nous disons ce que nous avons sous les mains. Merci, si d'autres ont autre chose, ils viendront le dire aussi. Merci à vous, mais je fais le constat que vous vous êtes vraiment senti piqué par la réaction de l'auditeur. C'est sa façon aussi de participer au débat. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien pour que nous bouclions la semaine en beauté. D'ici là, bon appétit et pourquoi pas troisième mi-temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.